Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. L'émission d'aujourd'hui, plus courte que d'habitude, a été improvisée à l'occasion d'un déplacement au Canada. J'ai voulu y prendre la température académique et politique, au moment où l'histoire, comme toutes les sciences, est directement menacée par l'administration Trump voisine. Je remercie Eric Jennings, le grand historien canadien de Vichy de la Deuxième Guerre mondiale, de s'être prêté à cet exercice qui évidemment ne prétend pas être exhaustif sur les enjeux historiographiques canadiens. J'espère qu'on aura des occasions d'en reparler. Merci et très bonne écoute. Bonjour Eric Jennings. Bonjour André. On enregistre aujourd'hui dans votre bureau à l'Université de Toronto, où vous avez eu la grande gentillesse de m'inviter. Vous êtes professeur. Vous étiez venu dans le podcast, c'était l'épisode 152 pour parler de votre livre « Les bateaux de l'espoir » sur cette filière d'évasion de la France de Vichy vers les Antilles françaises. Mais aujourd'hui, on a cette occasion de discuter ensemble de l'histoire au Canada et de l'histoire au Canada en 2025, avec un puissant voisin au sud qui connaît des remous politiques extrêmement forts, extrêmement inquiétants. Est-ce que peut-être pour les personnes, en particulier en France, qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément le monde académique canadien, vous pouvez nous faire un petit tableau, les historiens et historiennes au Canada, vous êtes combien? C'est quel genre de milieu? Moi, je suis allé voir, et d'après ce que j'ai compris, il y a une association historique canadienne qui date de 1922 et qui recenserait autour de 400 personnes. Alors, à quoi ça ressemble ? Je crois qu'on est quand même plus nombreux que ça, parce qu'on n'est pas tous membres de l'association, mais effectivement, c'est déjà une mosaïque. Il y a de nombreux cas de figure différents, en sachant que le Canada est un système fédéral, à l'image de nos facs, puisque nos facs sont à cheval, je dirais, entre le modèle européen et le modèle états-unien. Elles sont privées tout en étant publiques. C'est assez compliqué, mais le budget de ma fac à l'Université de Toronto dépend en partie de la province, en partie des frais de scolarité des étudiants et des étudiantes, et en partie de dons. Voilà, donc c'est très varié, en sachant qu'il y a aussi des facs au Québec, des facs en Ontario et dans les autres provinces, certaines francophones, certaines multilingues, certaines anglophones. Voilà, donc rien qu'au Québec, il existe des facs anglophones comme McGill ou des facs francophones comme l'UQAM, à titre d'exemple. Ma fac, l'Université de Toronto, est la plus grande du Canada et elle est entièrement anglophone. Alors j'allais vous demander, on avait fait une émission avec des collègues belges, c'était l'épisode 243 pour les gens qui s'intéressent, où on retrouve ce bilinguisme et du coup, dans le cas de la Belgique, pas mal de tensions entre les néerlandophones, les francophones, et en même temps, s'agissant d'un petit milieu, le milieu des gens dont c'est le métier de faire de l'histoire, qui arrivent quand même à travailler ensemble. Alors comment ça se passe, ce clivage linguistique pour les historiens et historiennes du Canada ? Alors je ne sais même pas si c'est un clivage en fait, parce qu'il existe effectivement une province qui est véritablement bilingue, c'est le Nouveau-Brunswick, mais en dehors de ça, il y a une grande province francophone qui est le Québec, et toutes les autres sont quasiment uniformément anglophones. Cela étant dit, il existe un fait francophone en dehors du Québec, et on le sait peu en France. Donc à titre d'exemple, il y a une vraie communauté francophone à Toronto, on n'est pas environ 70 000 rien que sur Toronto, assez pour faire vivre un théâtre français, 2 journaux francophones sur Toronto, des stations de radio, etc., etc. Donc il y a un fait francophone local et ça on l'ignore souvent. Cela posé, oui, il y a effectivement non pas des tensions, mais des différences majeures entre les différents systèmes. Bon. Dans ma fac, dans mon département, on est environ une cinquantaine de professeurs sur le campus principal. Nous avons quand même 5 francophones. Donc voilà, il existe un mini fait francophone à micro-échelle, ne serait-ce aux dimensions de ma fac. Et j'imagine des gens qui se lisent mutuellement, même quand ils travaillent principalement dans une langue, sont généralement en capacité quand même de lire les productions dans la langue miroir. Oui et non. Je me souviens d'avoir offert un article que j'avais écrit sur Saint-Pierre-et-Miquelon à un collègue anglophone qui m'a dit c'est bien gentil mais je vais pas pouvoir le lire. Ce qui m'avait surpris parce que théoriquement, tout jeune ontarien a quand même fait du français en primaire. Mais bon, du français en primaire, ça ne veut pas dire grand-chose, malheureusement, plus tard dans la vie. Donc, non, mais là, je suis un peu caricatural. Globalement, oui, les historiens du Canada lisent les 2 langues. Idem pour beaucoup d'historiens de l'Europe, mais pas tous. Donc, quelqu'un, jadis, avait décrit le Canada comme formant 2 solitudes. En fait, il y a plus de solitude que ça. Il y a aussi le fait amérindien qui est très complexe lui aussi. Mais l'image est assez éloquente, je crois, de ce point de vue-là. Du point de vue des archives, est-ce qu'il y a des spécificités canadiennes quand on connaît le système français, voilà, extraordinairement pyramidal, napoléonien, avec les archives nationales et puis les archives départementales, même si
Évidemment, l'origine est révolutionnaire, 1790, mais malgré tout, on est dans un cadre où l'État français, avec son millefeuille administratif, impose sa marque. Pour le Canada, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des particularités? Alors, j'ai effectivement travaillé un tout petit peu dans les archives canadiennes, même si moi, j'ai beaucoup plus travaillé dans les archives françaises. Il existe des choses qui peuvent paraître assez bizarres vues de l'extérieur. À commencer par le fait que beaucoup de documents ne sont pas librement accessibles, ou pire encore, l'étaient il y a 15 ans et ne le sont plus aujourd'hui. Je m'explique. Il y a eu un rétrécissement de la fonction publique à Ottawa et de moins en moins d'archivistes pour vous accueillir aux archives nationales. Désormais, il faut les contacter bien en amont pour annoncer sa venue. Et ensuite, un document sur 5, je ne sais pas ce que je dis, mais bon, une partie importante des documents n'est pas librement communicable. Il faut donc non pas des dérogations, mais on passe par un Access for Information Request, donc une demande d'accès à l'information. Qui peut prendre du temps, qui peut prendre des mois et des mois. J'ai un collègue français qui était venu l'année dernière, je viens de recevoir le feu vert pour quelque chose qu'il avait demandé il y a 12 mois. Donc ça met du temps. Bon, ensuite, l'avantage, c'est que parfois on peut vous l'envoyer en format PDF, ce qui peut être commode, mais ça ne fonctionne pas du tout en système en mode libre accès. Ensuite, il y a effectivement des archives privées, des archives locales. À Toronto, nous avons les archives de l'Ontario, qui sont en fait sur les locaux de l'autre université de Toronto, qui est York University. Donc les archives de l'Ontario se situent là. Et moi-même, pour mon histoire de la vanille, j'avais travaillé dans des archives universitaires canadiennes, parce que la vanille de synthèse a été produite en Ontario. Et donc les archives universitaires sont aussi une ressource très riche. On vient de recevoir un don, par exemple, à l'Université de Toronto, d'une Canadienne qui s'était fait inviter en Algérie, en pleine guerre d'Algérie, pour une espèce de mission de propagande visant à montrer aux étrangers que tout se passait bien en Algérie, qu'il n'y avait rien à voir. Et donc elle vient de donner ses diapos et ses notes de voyage à ma fac. Donc voilà, on tombe sur des choses inattendues. Alors au passage, on a entendu un petit teasing pour une histoire mondiale globale de la vanille qui paraîtra en français l'an prochain. Donc on s'en fera l'écho évidemment, on a hâte de lire ça. Où sont formés les historiens canadiens? Puisqu'il y a différents pôles, évidemment. Il y a des facs au Canada, on en a parlé, qui produisent leurs propres doctorants, etc. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont dû être formés en Europe, une partie aux États-Unis. Alors voilà, comment ça se répartit, comment ça fonctionne? Alors effectivement, c'est très varié, et puis ça dépend un peu de si on se trouve au Canada francophone ou anglophone. Donc mes collègues à l'UQAM, à l'Université de Montréal, quand on regarde un peu leur lieu de doctorat, c'est parfois Paris, c'est parfois ailleurs en Europe, et puis c'est parfois aussi au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, etc. Donc il y a quand même un fait francophone international qui est reflété dans ces données. Au Canada anglophone, schématiquement, on peut dire qu'on est passé d'un modèle avant les années 1980-1990, où beaucoup de chercheurs et de chercheuses allaient faire leur doctorat au Royaume-Uni, à un tournant après les années 80-90, un tournant auquel j'ai participé d'ailleurs, où on allait plutôt aux États-Unis faire son doctorat à Columbia, à Berkeley, à Harvard ou à Yale ou à Princeton. Alors un tournant, justement, c'est un peu l'objet de notre discussion aujourd'hui, qui connaît des remises en cause, dans la mesure où les États-Unis à l'époque de Trump, on le sait, sont extraordinairement hostiles à la science, à la recherche sous toutes ses formes. D'abord, je voudrais vous demander quel regard, en tant que spécialiste, vous avez beaucoup travaillé sur Vichy, de l'autoritarisme en politique, quel regard vous portez sur le phénomène, avant de voir les implications, on va dire, universitaires? Alors, il est vrai que je travaille sur la France à la Deuxième Guerre mondiale, que je donne un cours sur ce thème, et que on ne sait pas trop si on se trouve dans une époque qui ressemble à 1922 ou à 1934. Ce sont deux analogies que j'aime beaucoup, parce que 33, ça devient c'est souvent réutilisé, recyclé. Voilà. Donc, je crois qu'il y a même des parallèles entre la tentative d'attaque du Capitole et 1922, voire 1934, avec la traversée de la Seine et l'attaque sur l'Assemblée nationale. Non, on est dans une période très inquiétante de ce point de vue, du point de vue des libertés d'expression, du point de vue des libertés individuelles, et puis du point de vue des droits acquis, qui ne le sont plus. Et ça, pour répondre à votre question, à votre première question, c'est reflété dans les demandes. C'est-à-dire qu'on le voit très nettement à la fois en termes de recrutement de professeurs venus d'ailleurs, mais aussi d'étudiants et d'étudiantes venus d'ailleurs. Alors malheureusement, on travaille dans des conditions qui sont dictées par la province plus que par le niveau fédéral, et nous avons de fait des espèces de quotas pour les étudiants internationaux. Et donc, on ne peut pas agrandir infiniment notre part d'étudiants internationaux au niveau des études supérieures.
Est-ce que ça veut dire que ce sont des étudiants des États-Unis qui voient l'horizon se boucher ou qui se disent qu'ils aimeraient faire leurs études ailleurs, ou des étudiants internationaux, par exemple, de pays asiatiques, africains, d'autres pays des Amériques, qui seraient allés aux États-Unis, qui auraient candidaté pour des facs américaines et qui finalement se disent que le Canada peut être plus attirant? Il y a les deux cas de figure. C'est-à-dire qu'on a actuellement beaucoup d'étudiants états-uniens qui viennent au Canada. Alors ça existe depuis un certain temps. Hein. Longtemps, ça a été McGill qui attirait une certaine bourgeoisie de la côte Est, qui ne voyait pas l'intérêt d'envoyer sa progéniture à Harvard ou à Yale quand on pouvait très bien, à McGill, obtenir une éducation à un quart du prix qui était assez comparable. Enfin, là, je suis en train de montrer mes propres préjugés, mais voilà. Alors, aujourd'hui, pleinement, l'Université de Toronto en profite, en sachant qu'on est classé quand même dans les 20 meilleures universités de la planète. Là, c'est mon bonnet de directeur qui vient dire ça fièrement. Donc, nous profitons de ce phénomène par rapport aux jeunes États-Uniens. Mais on en profite également à échelle internationale. Avec un vrai engouement pour le Canada en Asie, en Afrique et ailleurs. Je sais qu'on vient de changer de président. Notre précédent avait fait un grand voyage en Indonésie pour voir justement quelles étaient les possibilités de recrutement, en sachant qu'à ma fac, on fait tout depuis les études dentaires, en passant par la médecine jusqu'à l'ingénierie, etc. Donc, moi, je vous parle modestement en tant qu'historien, mais là, c'est vraiment toute discipline confondue. Et alors, du point de vue des collègues, on a vu toute une série d'articles cet été en particulier, avec un cas de figure très célèbre qui est celui de Timothy Snyder, mais en fait beaucoup d'autres personnes moins connues, dont on a vu que des universitaires en poste aux États-Unis avaient choisi, en particulier pour les gens travaillant sur des questions très sensibles politiquement et des questions d'autoritarisme, avaient choisi en connaissance de cause finalement de franchir la barrière entre guillemets des Grands Lacs pour aller au Canada. C'est très net, et puis on le voit d'ailleurs en France, hein, avec l'initiative qu'a eu l'Université d'Aix-Marseille de recruter également des dissidents nord-américains, ou américains en l'occurrence, états-uniens je devrais dire, parce qu'en tant que Canadien, ça serait plus exact. Oui, et écoutez, on le voit très clairement, je peux pas donner trop de détails, mais quand on recrute, par exemple là on est en phase de recrutement pour plusieurs postes au sein de mon département, alors des postes seniors, hein, vraiment des gens établis, qui viennent occuper des chaires en histoire européenne en l'occurrence. Et sans donner trop de détails, parce que ça m'est interdit, je suis frappé par le nombre de candidats venant de grandes universités américaines. C'est vraiment très frappant. Et souvent des gens qui écrivent que voilà, ils ne l'auraient peut-être pas fait dans d'autres circonstances. Et on le voyait déjà l'année dernière. Donc c'est un phénomène qui s'inscrit, je crois, dans une nouvelle tendance. Qui n'est pas surprenante. Ensuite, est-ce que les chiffres vont vraiment basculer? On peut pas accueillir tous les Américains, ça va sans dire. On verra ce que ça donnera concrètement. Mais oui, il y a vraiment un appel d'air, il y a quelque chose. Et on est en train d'attirer un certain talent. Avec une situation paradoxale du point de vue des perceptions, puisque au Canada, les attaques répétées de Trump, les hausses de tarifs douaniers, les provocations, les menaces disant que ça allait être le 51e État, etc., ont attisé une forme de nationalisme canadien, et qu'en même temps, la logique que vous décrivez, c'est plutôt une logique d'ouverture et d'accueil. Donc voilà, est-ce que on va dire la fierté d'être canadien, de tenir tête aux États-Unis, s'accompagne aussi de cette ouverture comment les deux s'articulent? C'est un peu paradoxal, effectivement. Et là, je suis en train de montrer peut-être ma propre perspective plus que la perspective nationale, puisque comme vous le disiez, ça a été très frappant. On a eu ce mouvement d'acheter canadien. J'y ai d'ailleurs participé, comme toute ma famille. On fait beaucoup plus attention à l'origine des denrées. Alors ça s'inscrit aussi dans une autre logique, à savoir les circuits courts. C'est pas que du nationalisme. Tout ça est plus complexe et ça n'est pas monocausal. Néanmoins, vous avez raison de dire qu'il y a une sorte de retour de manivelle nationaliste dans tout ça, qui peut aussi poser problème. Et voilà. Et très clairement, d'après les sondages d'opinion, les Canadiens sont moins accueillants qu'ils ne l'étaient il y a quelques années, même par rapport à des crises internationales. Donc l'exemple évident, c'est celui de la Syrie, où on a eu une politique de porte ouverte, et je ne sais pas si cette porte est aussi ouverte aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque. Mais là, je parle pour moi. Voilà, on comprend que c'est une situation qui est en cours, pour laquelle on n'a pas de perspective très claire, mais il est sûr que les dynamiques aux États-Unis, pour le monde académique et pour les libertés politiques au sens large, sont pas du tout rassurantes. Et depuis le nord de la frontière, apparemment, vous en êtes un témoin très, 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 très vigilant. Oui, puisque l'actualité, ce qui défraie la chronique actuellement, c'est les menaces de tarifs, de taxes douanières presque hebdomadaires.
Et donc, dans ce contexte, il y a une volatilité qui affecte tout, y compris notre propre devise et donc nos propres avenirs. Et voilà, dans tout ça, une menace accrue sur les ressources naturelles canadiennes, l'eau canadienne, et puis une sorte de pérennité canadienne, en sachant que le gouvernement, le président américain n'a pas exclu, par exemple, au cours des négociations, l'usage de la force contre son voisin pacifique au nord. Voilà, donc on est quand même dans quelque chose de très nouveau et d'assez inquiétant, je vous le cacherai pas. Merci beaucoup pour ces réactions à chaud et cet entretien. Merci. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast d'histoire de la guerre et des conflits armés, Le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.